Le confort dans l'habitat avec Promotelec. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro du confort dans l'habitat. Chaque mois, vous le savez, on décrypte ensemble l'actualité, on vous donne les clés pour mieux consommer, plus économique, réduire votre empreinte carbone. Et justement, on va en parler de cette décarbonation à travers ces nouvelles solutions pour bien se chauffer en 2022. Quelles sont les nouveautés? Pour nous en parler, on est en compagnie de Florence Delette. Bonjour Florence. Bonjour Fabrice. Directrice générale de Promotelec. Et notre expert du jour, on est ravi d'accueillir Luc de Torquois. Bonjour Luc. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable des affaires publiques chez Groupe Atlantique. Florence, on démarre avec vous. C'est vrai, cette décarbonation, on en parle de plus en plus, et notamment à l'occasion des 60 ans de Promotelec, puisqu'on est toujours dans une année anniversaire. Oui, tout à fait. On a en effet 60 ans cette année et on a toujours accompagné les différentes réglementations. D'abord, je veux dire thermiques quand elles ont eu lieu. Maintenant, elles sont plutôt environnementales. C'était RT, c'est maintenant RT 2012, là, c'est pour la dernière, ou l'avant-dernière. Et celle actuelle, c'est la réglementation environnementale 2020, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022 et qui fixe des seuils très ambitieux, mais à atteindre sur la décarbonation des bâtiments. Donc il y a cette réglementation thermique qui est toujours en vigueur, enfin je veux dire la nouvelle réglementation thermique, le thermique du bâtiment, et puis il y a aussi l'impact environnemental, c'est-à-dire agir sur les émissions de CO2, et puis aussi un intérêt plus que particulier, ô combien important sur le confort d'été. Voilà, très brièvement, parce qu'elle comprend aussi d'autres volets, mais c'est ce qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2022 dans le logement neuf, avec en plus des étapes tous les 3 ans où les 2025, 2028, où les seuils carbone vont de plus en plus être réduits. Voilà, ça va se durcir pour cette réglementation environnementale. Et effectivement, il faut se mettre à la page. Alors, notre expert, Luc de Torquois, je le disais, Groupe Atlantique, tiens, un petit mot, présentation du Groupe Atlantique et de ses métiers. Alors, Groupe Atlantique, c'est une entreprise d'origine française, créée en 1968. Donc, on n'a pas encore 60 ans, on est un peu plus jeune que Promotelec, mais ça va pas tarder. On est un groupe qui est devenu progressivement un des leaders européens sur le marché du secteur HVAC. Heating, Ventilation, Air Conditioning, donc chauffage, ventilation, climatisation. Aujourd'hui, on a 12 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires qui était de 2,7 milliards d'euros en 2021. 28 sites industriels répartis dans le monde, la moitié en France, une présence commerciale sur 4 continents, avec un portefeuille de marques renommées. Alors en France, vous connaissez peut-être Atlantique, Thermor, Sauter. Au Royaume-Uni, on a Ideal, ou Sri Heimail en Autriche. Enfin voilà. Historiquement, on est un acteur qui, dans notre ADN, est vraiment multi-énergie. C'est une des particularités du groupe. Et on propose des solutions à la fois pour le résidentiel et pour le tertiaire. Donc un des grands enjeux pour le groupe Atlantique, c'est vraiment d'accompagner la décarbonation dans le bâtiment. Mais alors justement, pour vous, avec cette nouvelle réglementation environnementale, qu'est-ce qui va changer? Quelles sont les différentes solutions qui existent? Alors peut-être avant la réglementation environnementale, la décarbonation, c'est vraiment quelque chose qui joue au niveau européen. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a le Green Deal au niveau de la Commission européenne. Ce qu'on voit, c'est qu'en Europe, les émissions de CO2 liées au bâtiment, c'est 36% des émissions, 28% en France. Et donc, derrière, la France est un peu en avance par rapport à l'Europe. Mais c'est vrai que la France, avec la réglementation environnementale, va mettre en place ce critère carbone dont parlait Florence. Et ce qui fait qu'en maison individuelle, ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que la pompe à chaleur qui va sortir gagnante de cette réglementation, la pompe à chaleur sous toutes ses formes, qu'elle soit RO, RR, la climatisation réversible, ou qu'il s'agisse des chauffe-eau thermodynamiques. Voilà, c'est vrai que c'est la grande gagnante, comme vous le disiez. Florence, on avait déjà fait des émissions sur cette pompe à chaleur qui semble être, c'est vrai, le grand gagnant. En tout cas, c'est ce qui se présente et qui prend des parts de marché, en tout cas, très clairement en ce moment. C'est-à-dire que c'est la solution qui s'impose aujourd'hui si on veut atteindre une neutralité carbone en 2050. Je veux dire, ça fonctionne à partir des énergies renouvelables. Il y a très peu d'électricité en jeu. Et c'est vrai que par rapport
aux énergies fossiles, que ce soit le fuel ou le gaz. Bien évidemment, le nombre de grammes de CO2 par kilowattheure est très faible. Alors justement, on va voir dans les différents compartiments comment ça se met en place, cette RE 2020, Luc de Turquois, notamment par exemple dans le neuf. Quels vont être les impacts? Alors, justement, dans le neuf, j'en parlais tout à l'heure, en maison individuelle, pompe à chaleur. En revanche, dans le logement collectif, c'est un peu différent. Parce qu'aujourd'hui, la pompe à chaleur n'est pas une technologie forcément très mature, enfin bien maîtrisée par tous les industriels pour le logement collectif. Et l'autre particularité, c'est que quand vous avez besoin de monter en puissance la pompe à chaleur, ça coûte très cher. Donc c'est pour ça que les pouvoirs publics s'y sont pas trompés et qu'ils ont laissé un peu de temps aux industriels pour pouvoir continuer à installer des chaudières en logement collectif jusqu'en 2025. Ensuite, il y a un deuxième palier au niveau des seuils carbone préconisés par la RE qui fait qu'on devrait aboutir à des solutions hybrides pour les chaufferies dans les logements collectifs. Donc une production d'ECS qui sera sans doute thermodynamique et puis une production de chauffage qui sera effectuée par la chaudière. Et dans un troisième temps, on devrait aller vers de la pompe à chaleur double service, mais c'est un horizon un peu plus lointain. D'accord. Quand on parle de rénovation également, la pompe à chaleur peut être une solution. Pourquoi on ne l'applique pas plus massivement finalement? Alors ça, c'est une bonne question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en rénovation, on est très souvent prisonnier un peu de la situation initiale dans laquelle vous vous trouvez. Donc en maison individuelle, on va pouvoir installer de la pompe à chaleur, pas tout le temps. Parfois, on a des problématiques de place pour installer cette pompe à chaleur. Mais c'est vrai qu'en rénovation de chaudière fuel, en maison individuelle, en rénovation de chaudière gaz, on peut installer de la pompe à chaleur. Nous, ce qu'on défend aussi, c'est l'idée qu'en maison individuelle, toujours, et dans les logements très déperditifs, il peut y avoir un intérêt à installer des pompes à chaleur hybrides, que ce soit fuel ou gaz, parce que c'est un produit qui coûte moins cher que la pompe à chaleur. Pour vous donner des ordres de grandeur, vous avez une vieille chaudière. Vous mettez une chaudière à condensation, vous continuez à émettre quand même beaucoup de CO2. Tant que le gaz naturel est dans les tuyaux. Demain, quand il y aura du biogaz, ce sera une autre affaire. Mais tant que c'est du gaz naturel qui émet du CO2, c'est impactant. Donc, vous mettez une chaudière à condensation. Si vous mettez une pompe à chaleur, vous allez acheter un produit qui va vous coûter à peu près 4 fois plus cher et qui va vous permettre de diminuer de 90% vos émissions de CO2. Si vous mettez une pompe à chaleur hybride, globalement, le produit va vous coûter que 2 fois plus cher que la chaudière à condensation, donc 2 fois moins cher que la pompe à chaleur, tout court. Et il va vous permettre de réduire les émissions de CO2 de l'ordre de 66%. Donc ce qu'on considère, c'est qu'encore une fois, dans les logements très déperditifs, c'est un intérêt de mettre de la pompe à chaleur hybride, et qu'après, avec le temps, les gens vont travailler sur l'enveloppe du bâtiment, et dans un deuxième temps, dans 15-20 ans, ils pourront mettre de la pompe à chaleur tout court. Je parle vraiment de la maison individuelle, encore une fois. Ouais, on viendra sur le collectif. Intéressant, sauf que Madame la directrice générale de Promotelec, on est dans une discussion, on le sait, et pas seulement prédatoire, là on plein sur le pouvoir d'achat. Quand on annonce des chiffres comme ça, voilà, 4 fois plus pour 90% d'émissions de CO2 en moins, on se dit, est-ce que le Français moyen, il est conscient évidemment de son impact maintenant sur l'environnement, mais est-ce que pour le coup, il a les moyens de mettre 4 fois plus dans ses équipements? Je crois qu'il faut d'abord distinguer, je dirais, le revenu des Français, et puis donc il y a ceux qui ont bien évidemment les moyens, qui en voient l'intérêt non seulement sur leur impact, leur empreinte carbone, la diminution de leur empreinte carbone, mais aussi sur leur porte-monnaie, puisque bien évidemment ils vont payer moins cher leur facture d'électricité. Et puis il y a des aides. La France a mis en place toute une batterie d'aides qui peuvent aller de 4 000 € jusqu'à 10 000 €. Alors bien sûr, sur les packs hybrides, comme disait selon le type de pack et selon les revenus des foyers. Et puis après, il y a certains... Donc là, ça donne droit aussi à des primes C2E, donc c'est cela. Et puis après, vous pouvez avoir des prêts à taux zéro. Vous pouvez avoir aussi certaines entreprises qui abondent, pas qui abondent, et qui donnent une certaine prime en plus de la prime d'État, je dirais, existante. Donc, ce qui fait que ça diminue substantiellement le prix de la PAC. Bien sûr, vous n'aurez jamais 0 € à verser, mais il y aura toujours un reste à payer. Ok, donc en fait, c'est à considérer bien évidemment avec cet argument
Peut-être c'est plus cher maintenant, mais effectivement, dans le temps, on devrait s'y retrouver au bout d'un certain nombre d'années. Alors ça, c'était pour la maison individuelle. En revanche, compliqué pour les appartements. Hein. Comme vous le disiez, on est effectivement prisonnier d'une situation de départ. On arrive dans une communauté, dans un bâtiment. Là, les choix ont déjà été faits. Ah oui, quand vous êtes dans un logement collectif, un appartement, et que votre appartement est équipé de vieux convecteurs électriques et d'un ballon à accumulation, mettre en place une pompe à chaleur en remplacement, que ce soit sur la partie chauffage ou un chauffe-eau thermodynamique en remplacement du chauffe-eau à accumulation, c'est compliqué. Et donc là, on a un avantage en France, hein, c'est que l'électricité, elle est peu carbonée. Donc même si on consomme plus d'énergie avec ces produits conventionnels, ça reste faible en émissions CO2. Mais nous, on travaille sur des solutions qui permettent aux appareils d'être connectés. Sur le chauffe-eau, cela permet de suivre ses consommations et derrière de mieux consommer. Ouais, vous dites les chauffe-eau accumulation peu carbonés, batterie verte, c'est ça? Oui, parce que le chauffe-eau a une particularité, c'est qu'il joue un rôle de stockage de la chaleur. Et c'est le fameux système heure creuse, heure pleine, c'est-à-dire que le chauffe-eau, il chauffe la nuit quand il y a peu d'appels de consommation sur le réseau électrique. Et donc, ça permet de ne pas avoir un réseau avec une forte pointe électrique le matin à 8h quand tout le monde prend sa douche. Donc ça, c'est un point important et c'est un atout pour le chauffe-eau qu'on souhaite valoriser d'ailleurs dans les réglementations produits. C'est cette capacité du chauffe-eau à apporter de la flexibilité au réseau électrique. Bon, ça c'est pour le chauffe-eau. Nous, on travaille du coup beaucoup sur les notions d'encombrement, sur le chauffe-eau aussi, et puis sur la durabilité des produits. Ensuite, c'est ça, très, très petit maintenant, enfin très on plat, fait de plus en plus des chauffe-eau qui s'encastrent bien dans le logement, donc des chauffe-eau plats, des chauffe-eau rectangulaires, carrés, qui vont pas prendre beaucoup de place. On est loin des ballons ronds qui prenaient beaucoup de place dans la salle de bain ou dans la cuisine, ou qui vous prenaient tout un placard. Voilà, donc ça c'est vraiment un axe qui est maintenant sur le marché répandu. Alors ça c'est pour les chauffe-eau. Qu'est-ce qu'on fait pour justement ces vieux convecteurs électriques qu'il faut également rénover si c'est possible? Alors pour resituer les choses dans le contexte, j'aime bien de temps en temps donner quelques chiffres parce que ça donne des idées. Vous avez 36 millions de bâtiments en France, il y a 10 millions de logements électriques. Sur ces 10 millions, il y en a 8 qui sont des résidences principales. D'accord. Après, ça se répartit à peu près de façon équitable entre maisons individuelles et logements collectifs. Donc, on va dire qu'il y a à peu près 4 millions de logements électriques chauffés avec des émetteurs effet Joule. Et on sait qu'il y a un parc de vieux convecteurs, maisons individuelles, logements collectifs confondus, qui est de 25 à 30 millions d'émetteurs, de vieux convecteurs à remplacer. Donc là, quand vous êtes en logement collectif, une des pistes, c'est de les remplacer par des radiateurs connectés, des radiateurs de dernière génération, qui vous permettent là aussi de piloter votre consommation, qui vous permettent d'avoir des fonctions embarquées dans l'équipement, qui fait que le radiateur va faire de l'abaissement de température quand la pièce n'est pas occupée ou quand les fenêtres sont ouvertes. Donc il va réduire la température de 19 ou 20 degrés à 16 ou 17 degrés, quand on sait que un abaissement d'1 degré, c'est 12% d'économie d'énergie. Je vous laisse imaginer les économies d'énergie à réaliser derrière. Et en gardant le même confort, peu ou prou. En l'optimisant, parce que la régulation du radiateur est beaucoup plus fine. Les vieux convecteurs dont je vous parle, ils étaient équipés de régulation mécanique, avec une forte dérive dans le temps. Là, vous avez une chaleur douce qui est diffusée dans l'appartement et une régulation au dixième de degré près. Dernier point d'attention, c'est la ventilation. On remarque que c'est souvent, Luc de Torquay, le parent pauvre de la réglementation. Enfin, il n'y a pas tellement de mention dans cette RE 2020 de la ventilation. Et pourtant, c'est très important également. Oui, alors 2 points. Il y a la rénovation. Là, on a un texte qui date Enfin, la réglementation ventilation, elle date de 1982. Elle n'a pas évolué depuis. Et dans le neuf, dans la RE 2020, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est le contrôle à réception obligatoire des installations de ventilation, qui était attendu depuis longtemps parce qu'on sait qu'il y a plus d'une installation sur 2 qui était non conforme. Maintenant, nous, on attend beaucoup des labels. On sait qu'il y a des labels qui vont accompagner la RE 2020. Et on espère qu'il y aura des choses dans le cadre de ces labels sur la ventilation. Et d'ailleurs, on compte beaucoup sur Promotelec, qui est un acteur important sur le sujet des labels, pour agir et essayer de plaider sur le sujet de la ventilation dans le neuf. C'est un sujet, ce sujet des labels, Florence Delette, sur lequel vous vous planchez en ce moment?
C'est le sujet de la certification, c'est le sujet de la certification qui évolue. Dans nos labels actuels, on a un label qui s'appelle Rénovation Responsable. Et on a un label pour l'habitat neuf. Ils étaient déjà, par rapport à la RE 2020, ils étaient déjà, je dirais, précurseurs, puisqu'on avait déjà introduit des notions de réduction d'émissions gaz à effet de serre. Et donc, on a aussi une réflexion actuelle. On introduit aussi déjà la ventilation, mais on a bien évidemment tout cet enjeu de le voir incorporé dans ce fameux label dit RE 2020, qui tarde en effet un peu à venir. Et qui verra certainement le jour plutôt en 2023-24, mais certainement pas 2022, au dire des dernières déclarations des experts. Nous, on a, sur la ventilation, ce qu'on peut dire en rénovation, c'est quand même... En France, on n'a pas tellement tendance dans la réglementation à valoriser ce qui ne se voit pas. Contrairement à d'autres voisins, je pense aux pays nordiques comme les Pays-Bas, où la ventilation double flux est bien valorisée. Les équipements qui permettent la modulation en fonction du taux de CO2, c'est valorisé dans la réglementation, et donc ça pousse ces technologies-là. Donc ça, c'est pour le résidentiel. Ensuite, pour le tertiaire, on voit bien qu'avec avec la pandémie qui a lieu depuis 2 ans maintenant, le sujet de la qualité d'air intérieur, c'est un sujet de plus en plus important. Et donc, on travaille sur des solutions qui, en complément de la ventilation, vont permettre de purifier l'air. Alors que, quand je dis purification, ça concerne à la fois les virus, les bactéries, et puis ça concerne également tout ce qui est particules fines. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on a pris conscience. On a parlé pour les bâtiments tertiaires, écoles, collèges, bien évidemment les hôpitaux, mais le particulier aussi est de plus en plus sensible à sa qualité de l'air intérieur. Il paraît que souvent notre intérieur est plus pollué que l'extérieur, donc voilà, autant faire aussi le ménage. Une dernière question pour vous, Luc, c'est pourquoi le groupe Atlantique a rejoint Promotelec ? On a rejoint Promotelec pour 2 raisons. On parle depuis le début de l'émission de décarbonation. Cette décarbonation, elle s'accompagne en France et en Europe d'une d'électrification du bâtiment, avec une électricité qui, comme je le disais tout à l'heure, sera de plus en plus bas carbone. Et puis, donc électrification du bâtiment, ça veut dire enjeu de sécurité électrique, et ça, Promotelec connaît bien le sujet. Et puis, le deuxième sujet, c'est le sujet des labels. Comme je l'ai évoqué auparavant, il y a de fortes attentes dans les labels qui vont accompagner la RE 2020, et sur le sujet de la ventilation, Promotelec a un rôle important à jouer. Voilà, Florence, un petit nouveau qui rejoint donc Promotelec. Mais attention, vous êtes attendu sur le label. On vous a entendu tout à l'heure, ce sera plutôt pour 2023, voire 2024. Merci à vous deux. Merci Florence Delattre, donc directrice générale de Promotelec. Merci Luc de Torquois. Merci, je rappelle que vous êtes responsable des affaires publiques groupe Atlantique. On vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Confort dans l'habitat. Le Confort dans l'habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Imo et sur le site promotelec.com.